Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Pivoter pour prospérer. Anh To Thuong, cofondatrice de Lago. Ce qui rend complexe aussi le billing quand une entreprise évolue, c'est les itérations sur le pricing. Donc chaque fois qu'on itère sur le pricing, en fait, il faut changer de billing. Et ce que j'ai appris dans mes 10 ans en B2B SaaS, c'est que en tant qu'ancien consultant, on aime bien se prendre la tête sur des spreadsheets et réfléchir au pricing et élasticité prix, etc. Mais en vérité, personne ne sait, donc ça peut être informed intuition, mais le meilleur moyen de savoir, c'est d'itérer rapidement sur le pricing. Et le plus gros bloqueur en fait de ces itérations, c'est le billing system à chaque fois. L'épopée de Lago est fascinante car elle incarne à la fois le courage, la résilience, l'inventivité et la détermination. Je souhaitais qu'Anh To nous dévoile les arcanes du pivot en start-up. Bien que courant dans l'écosystème tech, le pivot demeure quelque peu stigmatisé. Cette démarche tout à fait habituelle pour une start-up fait partie intégrante de la quête du product market fit. Un processus qui engendre des adaptations, des réorientations, des avancées et des virages. Sans cette flexibilité, le risque, c'est de concevoir un produit qui ne répond à aucune problématique réelle ou résout des problèmes mineurs. Nous abordons les débuts de Lago avant Y Combinator, les interrogations qui entourent le lancement du produit de départ, le contexte ainsi que la décision et la mise en œuvre du pivot. Naturellement, nous discutons de l'équipe, notamment des échanges entre Anh To et son associé dans ces moments critiques. Il s'agit d'une conversation très authentique qui met en lumière l'importance de prendre du recul pour mieux avancer. Nous explorons également la transformation de cette entreprise tech en une fintech qui s'attaque au point douloureux du billing. Nous parlons du choix de l'open source, du modèle économique, des intégrations, des communautés fortes sur GitHub, Hacker News et Product Hunt, ainsi que des clients. C'est un épisode plus long que d'habitude qui mêle réalisme et pragmatisme. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Anh To. Bonjour Solène. Merci pour ton temps aujourd'hui. Je t'en prie, merci de me faire découvrir ce magnifique hôtel. Alors, on n'est pas dans une chambre, je tiens à préciser. On est dans le resto, en face du bar, c'est très sympa. Je pense que ça peut être un bon sponsor. Vu le nombre de personnes que j'amène ici, c'est clair. Écoute Anh To, très heureuse de reparler avec toi plusieurs années après notre première discussion pour parler de Lago. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on en discute, te présenter à l'audience, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, je suis entrepreneur et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite île dans l'océan Indien, près de Madagascar. Mes parents sont vietnamiens. Rien ne me destinait au merveilleux monde de la fintech. Ensuite, j'ai fait mes études à Paris. J'ai travaillé dans le conseil en stratégie chez McKinsey. Et j'ai aussi fait 3 ans dans les télécoms, là où j'ai travaillé sur des sujets mobile money, mais dans des pays émergents. Ouais. Donc, mobile money pour les unbanked, donc les gens qui n'avaient même pas de compte bancaire. Et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de la fintech. Je trouvais que c'était génial de travailler sur un service que tout le monde allait utiliser au quotidien. Ouais. Donc, je trouvais que l'impact potentiel était vraiment incroyable. À l'époque, c'était pas du tout sexy. Franchement, aller travailler en Afrique sur le mobile money, sur même pas des smartphones, c'était pas du tout le top de la promo, on va dire. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai recherché en fait là où je pouvais avoir l'overlap entre stratégie et impact. Et je trouvais que les startups, c'était vraiment l'endroit où en fait on pouvait réfléchir et exécuter et pouvoir faire des feedback loops très rapides sur la stratégie. Et c'est là que j'ai rencontré les fondateurs d'eFounders, en fait, au tout début d'eFounders. Sombre entreprise au 37 bis rue du Sentier. Je pense on n'avait pas des super bureaux, honnêtement. Et il y avait Front, Aircall, Mailjet, Mention, tout le monde dans les mêmes bureaux. Et du coup, moi, j'ai rejoint eFounders au tout début. Donc, j'ai quitté McKinsey pour rejoindre eFounders. Donc, chez McKinsey, on a des partenaires qui sont assignés aux consultants pour leur évolution de carrière. Moi, j'ai une partenaire qui, quand je suis partie, m'a demandé est-ce que tu auras une fiche de paie dans cette entreprise. Donc, du coup, on en était vraiment là au début de la tech. Mais je suis très contente d'avoir fait le saut. Je pense que c'est vraiment le début du B2B SaaS. Ce que j'adore dans le B2B SaaS, c'est le côté data, chiffres. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui sont très B2C parce que c'est génial de voir les produits qu'on vend partout dans les mains des gens. Alors moi, j'adore le B2B SaaS. Ouais.
Pour le côté data, c'est un côté très geeky, mais pour une raison que j'ignore, ça a toujours été mon kiff, entre guillemets. Donc, switch vers le B2B SaaS. Il y a quelques années, j'avais envisagé de créer ma boîte. Donc, j'avais commencé du co-founder dating. Avec, j'en ai fait beaucoup et je me souviens, j'avais une très très bonne amie, qui est toujours une très bonne amie, qui est toujours entrepreneur. En fait, on voulait monter une boîte, je pense qu'on s'aime beaucoup, qu'on se respecte, mais on n'arrivait pas à trouver d'idées communes. Et quand je vois ce que moi j'ai fait versus ce qu'elle a fait, donc elle a fait beaucoup de santé, je me dis c'est normal qu'on n'ait pas trouvé d'overlap à l'époque. Et donc j'étais un peu dans une phase où je savais pas trop, et à ce moment-là, je me souviens, j'avais pris un café en bas de chez Alven, le fond, avec un des partenaires de l'époque qui s'appelle Rafi Cambert. Et il m'avait dit il y a Alan, il y a Jean-Charles qui monte quelque chose qui s'appelle Alan, et il y a Alex qui monte une sorte de Boursorama B2B. Tu devrais peut-être les voir. Et c'est comme ça que... alors pour la petite histoire, Rafi a envoyé un email à, je crois, Alex. Alex a dit non, mais on recrute pas. Et moi, entre-temps, j'avais contacté Steve sur LinkedIn, et Steve m'avait répondu. Donc sur un malentendu, finalement, je les ai vus. Je me suis dit, parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Et de fil en aiguille, on a fait beaucoup de user interviews ensemble. Et ils ont décidé de monter Conto et de monter l'équipe. Et je les ai vraiment rejoints avant que l'entreprise soit immatriculée. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.